mené recherche documentaire et investigation de terrain. Donc on ne savait pas ce qu'il restait du casino. Ensuite, la plupart des images que l'on voit et de la documentation que l'on a concernent le second casino de la jetée Promenade. Il y en avait bien un avant. Aussi, que nous reste-t-il du premier casino de la jetée Promenade? Pour répondre à cette question, nous sommes allés sur l'emplacement du gisement et nous avons cherché à déterminer son emprise. Pour ce faire, nous avons repéré ces piliers dont vous voyez plusieurs différences. De droite à gauche, il y en a un qui a le sommet très plat, qui sous-entend un découpage à la scie. Celui du milieu, il y a encore la collerette qui permettait de boulonner ensemble pour pouvoir gagner en élévation. Et à gauche, vous avez un arrachement, peut-être provoqué par les Allemands pendant le démantèlement du site, puisqu'ils ont utilisé des explosifs. Ceci était relativement visible, alors que celui-ci était très bien caché. Toutefois, nous avons essayé d'en documenter tout ce que nous voyons. Autre différence que l'on a constatée était dans le diamètre. Vous avez des points rouges et des points bleus. Et en fait, les points bleus ont un diamètre beaucoup plus important que les points rouges. Donc peut-être qu'il y a une différence à sous-entendre comme des piliers de renforcement de la sous-structure. Hormis ces piliers, nous avons documenté 81 sur les environ 250 que devait contenir le site sur une superficie de près de 5000 m². En plus des piliers, nous avons des vestiges de suspentes métalliques qui servaient à répartir les forces et à les tenir liés les uns aux autres, et également des vestiges de la plateforme sous laquelle demeurent certainement encore d'autres vestiges. Ensuite, nous avons cherché à comprendre la stratigraphie, c'est-à-dire toutes les couches qui se sont accumulées sur le site, à déterminer s'il y avait encore du potentiel et aussi à rechercher des vestiges du premier casino. Donc ici, vous avez un exemple, le sondage 4, où apparaît, je ne sais pas si ça va marcher, et non, ce n'était pas la bonne touche, là, où apparaît de la faïence. Ici, vous avez un élément de grès, et là, il y a un nouveau pilier qui est apparu dans le cadre du sondage, donc on a continué de documenter. Donc on avait du mobilier qui commençait à apparaître. Alors, nouvelle demande au DRASM pour pouvoir prélever ce mobilier archéologique qu'on nous a autorisé à faire, donc on l'a prélevé. De même que ce pilon mortier qui a nécessité des moyens logistiques un petit peu plus conséquents. Et le voici au sortir de l'eau. Donc comme tout le reste du mobilier, ce que nous faisons tous, il a eu un dessalage en règle pour pouvoir être exposé au public. Et aujourd'hui, il ne ressemble plus du tout à ça, il est magnifique. Nous avons également recueilli de la vaisselle de table, des éléments en verre comme cet encrier ou encore ces éléments de lustre, du grès qui venait orner les murs de certains établissements. Ici, ce n'est qu'un très faible échantillon que je vous présente et l'étude menée par Alain Grandieu, notre céramologue, confirme que toutes ces pièces sont d'une manufacture de très très haute qualité. Les estampilles nous ont d'ailleurs renseignés sur les ateliers de fabrication, donc on a pu retrouver l'origine. Et ensuite, certaines pièces avaient la mention Palais de la Jetée Promenade ou encore Grand Cercle du Casino, qui confirme que certaines pièces furent produites exclusivement pour le casino. C'était de véritables commandes. Après, nous avons tout ce faste que l'on connaît, mais qu'en est-il de l'histoire en elle-même? À Nice, en 1864, non, à Monaco, en 1864, est inauguré le premier casino. Donc Nice, il faut qu'elle s'en dote d'un également. Il s'agit du Grand Cercle International de Nice, inauguré en 1868. Mais il est petit, il est plutôt modeste et Nice voit sa population grossir. Il faut un nouvel établissement, mais où le placer? Il n'y a plus du tout de place à Nice. À cette question, le marquis Joseph-Marie Despouilles de Saint-Paul propose à la mairie de Nice un palais de cristal sur le modèle du Crystal Palace de Londres. Il propose d'ailleurs de le placer au niveau des jardins publics, à l'embouchure du Paillon. Mais là, il se retrouve confronté à une protestation de la population. Le projet leur a rendu. En 1878, il repropose un projet, mais plus modeste, toujours avec l'idée du Crystal Palace, mais cette fois-ci qui serait dans l'eau, les pieds dans l'eau. Donc là, plus le problème de place et aussi plus le problème d'autorisation de la mairie, puisqu'on est dans l'eau, ce qui est un domaine public maritime qui dépend de l'État français. Entre-temps, la concession exclusive d'un casino a été offerte, donnée, attribuée à Omer Lazare, donc il risque d'y avoir confrontation.
Plusieurs années passent avant que le projet ne puisse toutefois débuter. On est en 1880 quand les premiers travaux ont lieu, et en 1881, il faut raccorder le casino à la rue, qui est une propriété communale. Mais là, la mairie de Nice s'y oppose, puisqu'elle a accordé l'exclusivité du casino à Omer Lazare. Donc c'est un nouvel échec pour le marquis, qui ne s'en relèvera pas. La concession est rétrocédée à une société anonyme qui revoit le programme à la baisse et redemande à la mairie un raccordement à la rue. Toujours le même refus. Il faudra attendre 1882 que le préfet de l'époque demande au service des ponts et chaussées de procéder au raccordement. Aussi, en 1883, c'est la répétition générale pour une pré-inauguration du casino. Inauguration qui devait avoir lieu en 1884, si seulement un incendie ne l'avait pas ravagé et détruit tout ce qu'il en restait. Les pompiers ont très vite compris qu'ils n'arriveraient pas à éteindre l'incendie. Ils ont préféré concentrer les flammes sur l'établissement pour sauver la ville. Il y a eu enquête policière. Donc il y avait environ 12 ouvriers qui travaillaient à ce moment-là, qui ont dit que c'était un mégot de cigarettes abandonné dans des sièges nouvellement livrés qui aurait mis le feu à l'établissement. D'autres proposent que c'est le maire de Nice qui avait des intérêts dans l'autre casino qui ait commandité quelque chose. Quoi qu'il en soit, l'instruction opte pour un incendie involontaire résultat d'une action chimique. Il aura fallu attendre 6 ans pour qu'un nouveau projet voie le jour, le second casino, celui dont on connaît le face, dont on connaît les images, et qui donne à Nice son image de ville moderne, ville de la belle époque, la Nice la Belle. En dernier lieu, nous avons travaillé en baie des Anges. Ici, nous avons fait de la prospection visuelle. Nous ne sommes pas allés par hasard. Avant nous, la société SEGC Topographie nous a fait un levé bathymétrique du sous-sol marin. Donc, c'est-à-dire qu'on a obtenu un modelé du sous-sol et on a cherché ce qu'on appelle des anomalies, des aspérités qui ne sont pas naturelles, qui nous font tilt. Donc après, avec nos yeux, nos palmes, nous sommes allés prospecter. Donc, faire des ronds dans l'eau, c'est le cas de le dire, pour repérer tout ce qui nous semble anodin. Si je zoome à @KPO, voici tout ce que nous avons repéré. Malheureusement, dans tout ça, dans plus de 90% des cas, il s'agit de pollution moderne, donc des pneus bétonnés, des vélos bleus, des cumulus, c'est très frustrant. Toutefois, nous avons fait une petite découverte à cet emplacement-là, qui vous rappellera peut-être des souvenirs. Il s'agit d'une bombe américaine de la Seconde Guerre mondiale de 230 ou 250 kg environ, qui semble être rattachée à un des bombardements qu'a subi la ville de Nice en 1943. Et donc nous, pour notre part, nous n'y avons pas touché. Nous avons fait appel à la marine, aux démineurs de la Marine nationale de Toulon, qui sont venus la contreminer et la faire exploser au large de Nice le 10 mai, si mes souvenirs sont exacts. Donc voilà ce que je pouvais vous dire de toutes nos opérations très succinctement, et vous invite à l'inauguration d'une exposition le 15 juin 2018 au musée d'archéologie de Cimiez, qui vous retracera l'histoire à la fois historique et l'histoire, nous, de notre travail sur le casino de la Jetée Promenade. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces super informations, pas si archéologiques que ça dans le temps. Et on va passer au film de Saint-Exupéry avant, je répète, d'ouvrir le débat.
des mystères jalousement gardés, dont celui de la disparition d'Antoine de Saint-Exupéry. À 44 ans, c'est certainement le plus vieil aviateur de la Seconde Guerre mondiale. Pour lui, la vie n'a de sens que dans les airs, à servir son pays, à bord de son P-38 Lightning. La mort est une compagne sournoise, présente à chaque vol et faisant partie de la mission. Écrivain, humaniste, aviateur, Saint-Exupéry est respecté par les pilotes, alliés comme ennemis.